Salut, ici Yannick Vézina et bienvenue à ce panel sur le défi des couleurs 2025. Entre elles, on se jase, entre elles, on se rencontre, entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est la Minute NAC et aujourd'hui je te parle de la science derrière la gamme Ultra Énergie, les produits signature de NAC depuis plusieurs années. Chaque produit est conçu pour t'alimenter sur les longues distances avec un ratio optimal de glucides pour un apport constant en énergie, des protéines complètes pour réduire la fatigue musculaire et des électrolytes pour remplacer ce que tu perds en sueur. C'est le fruit de recherches poussées, mais aussi d'un engagement à produire de manière éco-responsable. Dans la gamme Ultra Énergie, il y a des drink mix, des bars, des gaufres, des gels, des purées. Mais ce qui est le fun, c'est que si c'est de l'ultra-énergie, t'as pas à te poser de questions ou à faire des calculs dans ta tête pendant l'effort pour savoir si t'as tous les nutriments dont t'as besoin. C'est de l'ultra-énergie, donc t'as tout ce qu'il faut. Et comme d'habitude, NAC t'offre 15% avec le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde! Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 254 de Pas sorti du bois. Je commence en solo pour vous faire une petite introduction sur le panel que vous entendrez dans l'épisode, mais vous allez voir, ce sera pas long, je vais être rejoint par mes invités très bientôt. Le week-end dernier, c'était le défi des couleurs, la 12e édition au Mont-Sainte-Anne, dans les belles couleurs de la magnifique région de Québec pour lancer l'événement. Puis mon ami Nicolas Dan et moi, on avait été invités à animer un panel de discussion avec 6 participants qu'on a choisis méticuleusement, triés sur le volet pour vous offrir la meilleure discussion possible. C'était la 2e édition où le défi des couleurs accueillait les championnats canadiens de course en montagne. Donc, on avait 3 athlètes qui allaient y participer, dont 2 champions canadiens en titre. Puis on avait aussi 3 coureurs aux objectifs qui sont complètement différents, loin de la performance, quoique, avec des histoires bien particulières à partager puis liées à cet événement-là. On a eu beaucoup de fun à organiser ça. J'espère que vous allez apprécier. Merci à Sébastien Lachance et son équipe pour l'organisation puis pour l'opportunité. Merci à mon bon ami Dave Clément qui a organisé le panel et à Julien Lacasse que vous avez déjà entendu sur le podcast qui nous a aidés avec les invitations. On va partir ça vite de même, mais avant d'y aller, petit disclaimer. Pardon pour le bruit ambiant. On était sur une mezzanine au 2e étage d'un chalet au Mont-Sainte-Anne, puis c'était la remise des dossards au 1er étage. C'est pour ça qu'il y a un peu de bruit, mais vous allez voir, on s'habitue, puis l'important c'est qu'on entende très bien ce que mes invités, ce que les panélistes avaient à raconter. Fait que voilà, on s'en parle en fin d'épisode. Après le panel, je vais vous parler des histoires du week-end au défi des couleurs, de l'issue des courses de nos 6 panélistes et de quelques autres histoires du week-end ailleurs au Québec et même dans le monde. Il y avait des courses à Bromont, dans les Laurentides, dans le coin du Bic, puis même du côté de la Corée du Sud et de l'île de la Réunion. Bref, on s'en parle à la fin de l'épisode, mais là, avant que le panel commence, mini message d'un partenaire et c'est parti! Bon épisode tout le monde! Le Crew Run Club lance officiellement sa nouvelle saison de cours le 10 novembre prochain, mais avant ça, du 3 au 7 novembre, ils ouvrent leurs portes à ceux et celles qui veulent essayer et c'est gratuit! 5 journées de cours gratuits et de tests de VMA gratuits qui culminent le vendredi 7 avec un party directement dans le centre d'entraînement. Pour t'inscrire au cours gratuit, c'est simple, crée-toi un compte MindBody, trouve le Crew Run Club à Québec et choisis la plage horaire qui te convient entre le 3 et le 7 novembre. Puis si tu sais déjà que tu veux faire des cours, niaise pas puis inscris-toi dès maintenant pour la nouvelle session qui commence le 10 novembre. Toutes les infos au lecrewrunclub.ca. Donc, rebonsoir. J'ai l'impression que c'est la 3e fois que je vous souhaite la bienvenue, mais là, c'est vrai, on commence le panel tant attendu.
Donc, merci à celles et ceux qui sont là ce soir. Mon nom est Yannick Vézina, je suis l'animateur du podcast Pas sorti du bois. Et sachez, peut-être que c'est une surprise pour vous aussi, mais ce panel-là va être pour vous ici ce soir en scoop, mais sera aussi diffusé sous forme de podcast dans les prochains jours. Donc, merci à tous d'être là. Je passe la balle à mon co-animateur qui est très connu de l'auditoire Pas sorti du bois et probablement de l'auditoire ici présent. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir. On est super content de vous recevoir au bar La Chouette. Donc moi je m'appelle Nicolas, je suis représentant technique pour ON pour tout ce qui est l'Est du Canada. Donc on s'occupe de organiser des événements, sponsoriser des trucs très cool comme ça ce soir. Donc merci d'être là. Donc, on a un beau programme pour vous. Quand on a commencé à parler avec l'équipe du Défi des couleurs pour ce panel-là, on a émis une wish list, pardonnez-moi l'anglicisme, et j'ai l'honneur de dire que c'est littéralement notre wish list qui est là ce soir. Les 6 noms qu'on leur avait sortis sont ici avec nous. Donc, le panel, on va commencer avec une question très facile. J'aimerais que, de la gauche vers la droite, vous nous parliez de vous. Donc, peut-être vous présenter votre nom, la distance que vous allez courir ce week-end et de votre histoire avec le Défi des couleurs. Donc, Margot, tu as l'honneur de commencer. Fait que moi, je m'appelle Margot Narbé. C'est la première fois que je cours au Défi des couleurs. Je vais courir le 32 km dimanche. Puis, dans le fond, moi, ça fait comme quelques années que je gravite autour. Je souffle le sentier, là, personnellement. Est-ce qu'on sait, Défi des couleurs, ça le dit, les couleurs, c'est les feuilles qui tombent. Et qui dit feuilles qui tombent, dit feuilles dans les sentiers. Donc, c'est grâce à des bénévoles comme Margot dans les dernières années que les coureurs peuvent courir en sachant qu'ils vont pas se virer une cheville sous les racines. Si tu te fais une cheville, tu te penseras à moi. Merci, Margot. Bienvenue. Bonjour tout le monde, moi c'est Elisa, c'est ma 2e participation au Défi des couleurs et comme l'année dernière je vais faire le combo kilomètre vertical et classique up and down qui sont les championnats canadiens de course en montagne. Merci, bienvenue. Ouais, donc moi c'est Rémi Leroux, je suis de Waterloo, Québec. C'est aussi ma 2e fois faire les championnats canadiens, fait que je vais faire le combo vertical et classique up down. Fait que je suis un coureur maintenant professionnel depuis cette année avec l'équipe Brooks. Puis je me promène un peu, principalement en Europe pour faire des compétitions, mais ça c'est vraiment la course que je veux faire à chaque année au Québec. Donc très content d'être ici. Bonsoir tout le monde, mon nom c'est Éric Martel Baweli. C'est ma 2e année que je participe au Défi des couleurs. Je fais la course de 21 km en sentier. Il y en a peut-être qui me connaissent, je suis un ancien boxeur professionnel qui s'est mis à la course maintenant depuis 5 ans. Donc, puis en même temps, j'avais connu Sébastien quand j'étais plus jeune, à 15 ans, au Privilège Gym. Donc, on s'est vu l'an dernier. On a commencé à jaser, il s'est rendu compte que je courais quand même pas mal. Donc, s'est dit que ça pourrait être une bonne idée que je sois là aujourd'hui. Merci. Moi, c'est Patrick Martel, je viens de Lévis. Le Défi des couleurs, c'est d'abord et avant tout une histoire de famille. Je l'ai fait depuis quasiment le début. J'ai fait à peu près toutes les distances du Défi des couleurs, parfois 2 fois la même année. Je faisais plusieurs distances avec ma conjointe, avec mes enfants. Puis si je pouvais pas courir, ben j'étais bénévole ici au Défi des couleurs. Donc c'est vraiment une histoire de cœur ici. Merci. Allô, moi c'est Gabrielle Pilote-Fortin. Ça va être ma première participation au Défi des couleurs, puis je fais le kilomètre vertical puis le up-down samedi, dimanche. Et ouais, un peu comme Rémi, je cours principalement en Europe, mais ça fait seulement 2 ans que je me suis mis à la course à pied. J'étais cycliste professionnelle avant, donc ça va être excitant pour moi de faire ma première course officiellement au Québec après 2 ans. Merci beaucoup. Donc vous comprenez au profil de nos 6 invités pourquoi on voulait ce panel-là le plus diversifié possible, donc des athlètes qui sont ici pour gagner, d'autres qui sont là pour participer. Puis je pense que c'est ce qui fait la beauté du Défi des couleurs, qui a toujours été un événement très familial, très inclusif, une belle introduction pour la course en sentier pour plusieurs, et qui depuis pour la 2e année cette année accueille les championnats canadiens de course en montagne. Et là ils ont été trop humbles pour le dire, mais on a aussi les 2 champions canadiens en titre. Donc, petit rappel que l'année passée, Elisa s'était dit qu'un championnat canadien, c'était pas assez, fait que ça en prenait 2. Donc, Elisa était double championne l'an dernier sur les 2 formats. Et Rémi avait remporté le championnat canadien sur le classique up and down du dimanche après une 2e place la veille. Donc, je tenais à le dire parce que ça fait partie de votre histoire.
J'ai le goût qu'on lance le panel sur un premier invité. Il l'a dit, Éric, t'es un ancien boxeur professionnel. J'ai envie de te poser une question que tu t'es sûrement fait poser plusieurs fois par rapport à la course, mais qu'est-ce que tu as appris dans ton parcours de boxeur professionnel qui fait qu'aujourd'hui, tu peux appliquer ces leçons-là à la course? Ben, je dirais, c'est sûr, c'est la discipline de pouvoir, justement, ou la constance de commencer. C'est sûr, quand j'ai commencé à courir aussi, j'étais pas nécessairement capable de faire des longues distances, mais en étant persévérant puis déterminé, ben, j'ai commencé à pouvoir allonger de plus en plus mes distances jusqu'à venir à faire, comme j'ai fait le marathon de Québec il y a 2 semaines. Puis c'est ça, de pouvoir commencer comme ça à faire de plus en plus des longues distances, puis aussi d'avoir du plaisir à le faire. Donc c'est sûr que la boxe m'a amené ça, cette rigueur-là, puis je suis quelqu'un qui est toujours passionné. Ça fait que je suis un gars qui, quand je m'investis dans quelque chose, j'essaie d'aller jusqu'au bout. Donc c'est comme ça que la course est devenue vraiment une passion pour moi. C'est pas juste même je dirais un mode de vie. Puis c'est la boxe, c'est un mode de vie aussi. Quand tu t'investis dans ce sport-là, il faut que tu sois prêt justement à avoir une éthique. Puis c'est un peu la même chose pour moi avec la course à pied. Même si je suis pas au même niveau que les gens qui sont à côté de moi, ça reste que moi je prends ça très au sérieux. C'est quand même une transition qui est inusitée, dans le sens où c'est 2 sports qui sont assez aux antipodes. Il y en a un qui c'est un sport de combat, d'impact, très rapide, on en parlait tantôt. C'est un sport où tu te mets de la musique, tu te crains, tu t'en vas quand même te battre pour ta vie dans un ring. Là, tu fais du marathon, la longue distance, des longs moments de contemplation et de souffrance. Ouais. À quel moment ce déclic-là s'est fait de dire, je laisse faire la boxe, je termine ma carrière, puis je me lance sur la course à pied? Ben, en fait, c'est que pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, moi, j'ai eu quand j'ai pris ma retraite de la boxe, ben, j'ai fait une dépression, justement, puis j'avais des problèmes de consommation aussi. Donc, pour moi, c'était vraiment de trouver la paix, une paix, comme je pourrais dire, intérieure, puis aussi de pouvoir me trouver nouveau dépassement de soi, mais sans toujours être en confrontation avec, juste comme tu l'as dit tantôt, avec quelqu'un d'autre, de vouloir battre quelqu'un, de vouloir tout le temps, c'est comme une agressivité, une haine que dans le fond, j'étais un peu tanné de ressentir. Donc, c'est plus d'avoir un sentiment de paix puis d'être toujours égal. Chose que dans la course, tu trouves justement ton cœur, c'est pas tout le temps de faire des sprints ou de commencer que ton cœur débatte puis que d'être intense, c'est juste d'être constant. Donc, moi, c'est vraiment ça que la course à pied m'amène, puis aussi d'être avec toi-même puis d'avoir le contrôle un peu de tes émotions. Donc, moi, c'est vraiment ça que ça m'a amené de pouvoir courir comme ça. Je fais à chaque année aussi le tour de l'île d'Orléans là, pour à chaque année un 67 km là, justement qui m'amène. C'est un peu mon chemin de croix que j'appelle, qui m'amène une paix, une paix intérieure. Je ris, mais ça reste que c'est ça quand même là, parce que puis tranquillement, j'ai des chums aussi qui viennent le faire avec moi, puis on a bien du fun à faire ça. J'aime une phrase comme ça parce que ceux et celles qui ont déjà fait de la longue distance comprennent la paix intérieure sur un 67 km. Et ceux qui font pas de longue distance font « Sérieux? Paix intérieure? » Non, mais je comprends aussi que, tu sais, eux, ils veulent aller le plus rapidement possible. Puis, tu sais, comme quand je fais un marathon, aussi, c'est quand même ça, mais tu te prépares pour pouvoir être capable de garder un pace. Mais ça reste qu'il faut pas que tu t'emballes non plus. Puis, c'est ça, un contrôle, un self-control, justement, que je trouve qui est plus présent. Puis que la boxe, il faut que tu l'ailles, mais quand même, quand tu reçois un coup de poing en pleine face, je vous garantis que des fois, les émotions ressortent un peu plus. Donc là, on est passé de la boxe. On va maintenant passer sur un sport de 2 roues. Donc on va parler avec Gabriel. Donc là, Gabriel, on vient de parler de boxe un petit peu. Là, on va dire que sur le vélo, on se met pas des grosses starts là, mais on se met des grosses attaques aussi. Comment toi, est-ce que tu le compares à la course en sentier, le fait d'avoir pratiqué du vélo à très haut niveau? Je pense que l'an passé, quand j'ai fait le changement de carrière, dans le fond, mon changement de carrière, ce qui a été difficile, c'est justement de partir, mettons, du plus haut niveau, tu sais, de partir du Tour de France à être pas amateur, mais tu sais, être un newbie, comme, excusez-moi mon anglais, dans un nouveau sport. Je pense que ce reality check-là a quand même été un peu dur pour moi à accepter au début, parce que mettons, la hauteur de mes ambitions était pas nécessairement équivalente à, mettons, les résultats que j'arrivais à avoir sur des courses. Mais il y a aussi que je me suis pas donné beaucoup de chance. Je suis allée
de zéro à les courses les plus difficiles sur le circuit. J'ai commencé l'année dernière à faire des Golden Trail Series, fait que c'était quand même un gros défi pour commencer la course à pied, justement, à essayer ce genre d'événements-là. Mais c'est vrai que ça m'a humblifié, si on veut, comme veut pas, genre, justement, parce qu'il a fallu que j'accepte que j'étais redevenue, dans le fond, un beginner dans un sport. Est-ce qu'il y a une excitation à être ce beginner-là, comme tu dis, parce que ça demeure que le cycliste était professionnel, tu maîtrisais tous les paramètres de ce sport-là, tu te connaissais comment ton corps réagit aux entraînements, comment ton corps réagit aux compétitions. Ça reste que la course, ça se ressemble sur certaines affaires, mais c'est complètement différent. Est-ce qu'il y avait une excitation au fait de recommencer à zéro sur quelque chose? Ben oui, mais en fait, c'est aussi la raison principale pour laquelle j'ai arrêté le vélo, c'est que j'ai eu beaucoup de blessures, puis en fait, c'était rendu un petit peu difficile mentalement pour moi de vraiment engage dans les courses. J'allais aux compétitions, mais je faisais juste comme mon job, mettons, de domestique ou, tu sais, de capitaine de route pour mes coéquipières, mais je faisais plus les compétitions pour moi. Puis j'avais vraiment plus tant l'impression j'avais pas l'impression de faire un sport, en fait, de haut niveau. J'avais plus l'impression c'est juste d'aller travailler, genre, aux compétitions que je faisais. Fait que c'est vrai que de changer d'environnement complètement puis de prendre un sport qui est 100% individuel, c'est vrai que ça m'a comme libéré de veux pas, puis ça m'a redonné un peu la flamme d'avoir de l'ambition, de vouloir courir puis de vouloir aussi me battre avec les autres. C'est comme ça, actually me battre avec les autres, mais fait que, ouais, c'est vrai que c'était quand même motivant, puis aussi que quand t'es athlète professionnel pendant 12 ans, tout devient un petit peu redondant. Fait que d'avoir à réapprendre, c'est comme si j'étais retournée à la petite école. Dans le fond, puis en fait, mon potentiel, comme de m'améliorer est tellement plus gros que le potentiel que j'avais à m'améliorer en cyclisme. Elisa, tu as fait un peu cette transition-là dans le sens où tu performais en athlétisme en route. Et dans les dernières années, on t'a vu éclore sur la scène du trail, notamment ici. Tu as eu une année assez particulière. Je pense que si on regarde que les positions, les performances, une année qui est éclatante, mais j'ai envie de creuser derrière ces performances-là, ces chronos-là, ces positions-là. Comment s'est passée ton année 2025, cette première année-là où tu étais 100% en trail sur les plus grosses compétitions mondiales? Comme tu l'as dit, cette année, je me suis vraiment dédiée au trail. Après avoir mixé les deux pendant 2 ans, à la base, je faisais vraiment que de la route vers 2020. Puis je continue toujours à faire beaucoup de route là, mais vraiment cette année, c'était gros focus trail. C'est vrai que j'ai eu une belle saison, mais j'ai surtout une belle saison d'été et là d'automne. Là, j'ai été blessée cet hiver, donc j'ai pas fait la première course qui était prévue à mon calendrier. Donc ça a été finalement après une belle fin d'année en 2024, ça a été un début d'année 2025 qui a été compliqué, surtout avec les échéances que je m'étais mises pour la fin de l'été. J'ai eu un DNF c'est la première fois que ça m'arrivait sur la première course de la saison post blessure. Donc début d'année compliqué où je me suis beaucoup remise en question. Et finalement, j'ai pu quand même bien mettre de l'entraînement et avoir un bel été avec une victoire au championnat canadien de trail court et ensuite des belles performances sur l'OCC, donc qui est la finale du format 50 km des UTMB World Series. Et aussi une superbe expérience au championnat du monde de course en trail et en montagne qui avait lieu il y a 3 semaines maintenant là. Donc oui, des beaux résultats, mais une année quand même compliquée là où je dois faire face à différentes blessures. Je suis habituée, je suis pas très résiliente là, mais oui, une belle année, mais des bobos à côté quand même là. Une année chargée. On est en fin de saison. Défi des couleurs clôt la saison pour plusieurs. Comment tu te sens physiquement à l'approche du défi qui t'attend les 2 prochains jours? Physiquement, fatiguée là, j'ai quand même pas mal de petites douleurs aux jambes qui sont plus musculaires là, c'est pas des blessures, mais c'était plus là ce qui est plus c'est la fatigue mentale avec le retour après 2 mois en Europe où certes je travaillais quand même la majeure partie du temps mais beaucoup plus léger que quand je suis ici là, donc je
Je dirais que le plus dur, c'est le retour au Québec avec le travail en temps plein et l'enchaînement des compétitions. Depuis que je suis rentrée, je cours, je fais une course, vraiment une compétition tous les week-ends là, donc c'est un peu compliqué. Donc demain, je vais me donner au mieux là, mais on fera avec les armes du moment. Rémi, tu as un parcours assez similaire dans le sens où tu as passé beaucoup de temps cet été en Europe, tu as compétitionné, tu as eu des très beaux succès, tu étais sur l'équipe canadienne au championnat du monde. J'ai envie d'aller complètement ailleurs. Tu as fait le défi des couleurs l'an dernier, tu as fait ce vertical-là, ce classique up and down-là. Pour ceux qui écoutent, qui y pensent pour l'an prochain ou ceux qui s'y lancent en fin de semaine, qu'est-ce qu'on recommande quand on termine un vertical, qu'on a mal au cœur, mal à la tête, mal aux jambes, et qu'il faut se taper un up and down le lendemain? Ben, honnêtement, de mon expérience, je trouve que faire un vertical, ça prépare vraiment bien pour un up and down. Parce que quand tu fais un vertical, tu vas vraiment dans le rouge mentalement, dans le sens que c'est vraiment difficile, puis tu finis la course, puis t'es complètement explosé. Fait que ça fait que quand tu commences la course le lendemain, t'as quasiment l'impression que finalement c'est pas si difficile que ça, parce que t'es comme habitué à être vraiment dans la souffrance. Fait que personnellement, je trouve que ça l'aide beaucoup. Puis ce qui est quand même vraiment le fun du vertical, c'est que malgré le fait que c'est vraiment difficile, vu que c'est en montée, tu cours jamais si vite que ça, donc l'impact, t'en as pas beaucoup. Donc honnêtement, de mon expérience, je récupère très bien des verticales. Puis j'ai fait une course l'année passée avec Rémi Bonnet en Californie. Puis je me rappelle toujours qu'il y avait l'option de faire un vertical avant la plus longue course. Puis lui, il disait, moi, je fais toujours le vertical avant parce que c'est la meilleure préparation que tu peux avoir avant une longue course. Fait que pour moi, c'était comme, c'est Rémi Bonnet qui est probablement le meilleur coureur, un des meilleurs coureurs en montagne au monde. Il dit ça, probablement que c'est avec raison. Donc, mais oui, c'est sûr que après le vertical demain, personnellement, ça va être de récupérer le plus possible, juste faire un petit jog cool down, peut-être 10 minutes, très relax, puis essayer de manger très rapidement après, puis me reposer pour être prêt pour la course de la journée après. L'an passé, c'était la première édition de ces championnats canadiens-là, mais également la première édition de ces parcours-là. Tout le monde s'y préparait du mieux qu'il peut en regardant sur papier le parcours allait être quoi, en regardant peut-être, en le reconnaissant dans les jours avant. Maintenant que tu l'as fait dans le sentier, tu sais que ça part vite. Il y a un goulot d'étranglement aux escaliers Jean Larose. Est-ce que tu adaptes ta stratégie versus l'an dernier, sachant ce qui t'attend parce que tu l'as fait? Sur le vertical, je pense un tout petit peu. Je pense que l'année passée, tout le monde était parti un peu trop vite dans les escaliers, justement. Je pense que c'est ça qui est traître un peu dans un vertical, c'est que, la plupart du monde qui font cet événement-là sont habitués de faire des courses plus longues. Fait que ça peut être vraiment facile de penser que, c'est un vertical, ça va être vraiment court. Fait que ça veut dire qu'il faut que je parte vraiment vite. Mais ça reste quand même que c'est une course qui dure pour pratiquement tout le monde plus qu'une demi-heure. Ce qui est quand même long. Fait que les premières minutes, je pense que c'est quand même important de pas partir trop vite, même si c'est une courte course. Fait que je pense que cette année, en tout cas, ma stratégie, c'est de partir vite avant les escaliers pour être dans les premiers, dans les escaliers pour pas être derrière tout le monde. Mais une fois que je suis dans les escaliers, pas aller trop vite parce que la course est encore très longue après. Donc, partir vite, mais après ça, ralentir un petit peu, après ça, accélérer. C'est ça. Voilà. Tout le monde, vous avez pris des notes. On part vite, on ralentit, mais on part vite après. Là, on va aller vers Margot. Donc, Margot, on a l'habitude de te voir en bénévole. Moi, j'ai toujours l'habitude de te voir en bénévole, que ce soit à Arikana ou Chic Choc. Là, t'arrives, tu vas participer, donc tu vas avoir un dossard. Des fois, comment tu Ça change. Mais comment tu te sens par rapport à ça, de faire enfin partie de la course du défi des couleurs? C'est le fun parce que moi, j'aime toujours avoir comme une course de fin de saison, là, un peu pas d'enjeu, là. T'arrives un peu juste pour le fun, puis on s'entend que moi, je suis pas comme au niveau de Elisa et Rémi, mais quand je me prépare pour une course, je me prépare sérieusement, en règle générale. Oui, c'est toujours le fun de, genre, quand tu vois l'envers du décor d'une course, de pouvoir en profiter aussi, là. J'ai soufflé mes propres sentiers dans lesquels je vais courir, c'est quand même le fun. C'est comme une sorte de reconnaissance de parcours. Ouais, je pense. Quand même. Je suis certaine que ça me donne un avantage, là. Fait que, ouais. Tu fais le 32 km. Ouais. Cette année, tu as fait le Swiss Alps 100 km. Tu as fait de la très, très longue distance, de l'ultra-distance. Est-ce qu'il y a une stratégie pour une fin de saison? C'est d'y aller à bloc sur 32 km ou c'est de prendre du plaisir pendant 32 km? Probablement un peu des deux.
C'est quand même toujours le fun je trouve, de faire une course plus courte parce que ça vient de me challenger finalement hors de ma zone de confort, là, tu sais. Je pense que il y a pas mal de gens qui peuvent relate à ça, mais quand tu commences à faire de l'ultra, je trouve que t'es comme habitué au fait d'être toujours dans ton beat, puis ça va bien, t'es jamais vraiment super essoufflé, en tout cas à mon niveau. Et le 32, c'est différent un peu, là, tu sais, il faut se pousser davantage, puis des fois, c'est l'occasion de tester des affaires, puis si j'explose en bas du Mont-Sainte-Anne, j'explose, là. Il en reste moins long après si t'exploses. Ouais, c'est ça. On va dire que Maud s'est quand même sous-estimée parce qu'elle nous a quand même dit je suis pas préparée comme les autres, mais elle a quand même fini 3e en Suisse. C'est pas si pire, je pense, sur un podium. Mais je m'étais préparée quand même. Là, il y a plein de monde ici qui ont parlé de performance, de victoire. Patrick, t'es celui qui a le plus d'expérience sur des courses du défi des couleurs. T'as une histoire, comme tu le disais tantôt, qui remonte à loin. Est-ce que tu te rappelles de ton premier défi des couleurs? Non. Est-ce que t'as encore le t-shirt chez toi de défi des couleurs? Ah, j'en ai plusieurs. Ah. J'en ai plusieurs, dont ceux de bénévoles aussi. J'ai les casquettes, j'ai les bas, je les ai à peu près toutes. Mais me souvenir exactement de la première, je crois que c'était le 6.5, la première que j'avais fait. Mais j'aurais de la difficulté à dire exactement c'est laquelle. Je pose la question à l'expert des parcours parce que tu as fait plusieurs distances. C'est quoi ton endroit coup de cœur? Peu importe la distance, peu importe l'endroit autour du Mont-Sainte-Anne. Il va falloir que je le décrive. Je peux pas vous dire exactement c'est où, mais je le sais que dans le 26, on le traversait. C'est dans une montée, ça va en zigzag. Puis juste à côté, il y a une plaine. Je sais pas pourquoi, mais à chaque année que je suis passé dans ce secteur-là, le soleil brillait à la perfection, traversait les arbres. Ça faisait des rayons qui traversent le sentier. On a tous déjà vécu ça là, en trail, on le voit souvent. Mais ici, c'est particulier parce que c'est toujours magique à cet endroit-là, qui est en zigzag, en serpentin, en montant. Puis justement, vu que c'est clairsemé à côté, ben le soleil traverse super bien les sentiers. Là. Ça, c'est mon coup de cœur à moi. Il y a toujours la Jean Larose aussi, qui est un coup de cœur pour à peu près tout le monde. Là. Mais c'est mon bout à moi. Là. L'édition 2025, je pense, va prendre un côté particulier pour toi, pour ta famille. Est-ce que tu es à l'aise de nous partager pourquoi l'édition 2025 va être aussi spéciale? Puis à qui tu vas penser quand tu vas fouler ces sentiers-là? Ben, depuis le début, le défi des couleurs, ça se faisait avec ma conjointe Maryse Desrochers, qui est décédée le 3 juillet 2025. Donc, chaque année, c'était avec elle que je courais. D'ailleurs, demain matin, à 7 heures, je fais le 42 km. C'est la dernière course officielle que j'ai courue avec elle. J'en ai fait énormément. On faisait beaucoup de courses à obstacles, nous, à l'époque. Je compte pas le nombre de courses qu'on a fait ensemble, mais la dernière que j'ai couru avec elle, c'est le 42 km du défi des couleurs. Donc, ça faisait 2 ans que j'étais plus au repos au niveau course parce que j'étais proche aidant à la maison. L'année dernière, on est venu quand même faire du bénévolat. C'était une fin de semaine quand même magique malgré tout parce que malgré ses faiblesses dues à la maladie, elle a passé une fin de semaine d'une forme exemplaire. Jamais qu'on aurait cru qu'elle était malade l'année dernière quand elle est venue ici. Fait que ça me laisse des bons souvenirs. Mais là, depuis son décès, je me suis dit, ben là, je vais me remettre en forme. Je vais recommencer à courir parce que c'est ce que j'aime aussi faire. C'est des beaux souvenirs pour moi. Puis, rajouter une petite coche émotive et significative, ben je me suis dit, pourquoi pas 42 km au défi des couleurs. Puis, je la ramène au sommet avec moi demain. Magnifique. Clairement, toi, Patrick, ta conjointe Maryse, vous avez une histoire particulière avec le défi des couleurs. Je pense que vous étiez proche de l'organisation, vous étiez des gens impliqués. Le défi des couleurs change un peu une de ses vocations et devient, on l'a entendu tantôt avec Marie-Hélène de la Fondation du CHU, il y a cette notion-là caritative qui s'ajoute à l'événement cette année puis qui va prendre encore plus d'ampleur l'an prochain. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça amène comme émotion de se dire que votre histoire, qui est très personnelle à vous, devient quelque chose qui va aider des centaines, des milliers de personnes dans les années à venir? C'est complètement fou. C'est de savoir qu'elle laisse aussi son empreinte, que son nom va perdurer. Puis, mes enfants sont ici avec moi ce soir. Ils courent aussi en fin de semaine, mes enfants. Mais ils savent par où on est passé. C'est quoi l'épreuve d'une personne qui est face à la maladie, au cancer, ici, dans ce cas-ci qu'on parle, des proches
J'ai été proche aidant pendant 2 ans. J'ai dû m'occuper d'elle à 100% de mon temps. Donc, de savoir que il y a des mouvements qui existent, des fonds qui sont amassés pour justement essayer d'aider ces familles-là, d'aider les personnes qui sont aux prises avec le cancer, ça me touche énormément. Puis, le plus grand souhait qu'on a, c'est que dans des années, on parle du cancer comme « Te souviens-tu l'époque où on avait le cancer? » Si on peut aller à la recherche, faire des recherches puis trouver des solutions, mais c'est le plus beau prix qu'on peut pas avoir. C'est la plus belle médaille, finalement. Ben, félicitations. Puis on voit souvent cette association-là entre le sport et les causes. Puis ça donne un sens. Je sais pas pour vous, mais des fois, on se questionne pourquoi je fais ça. On aime le faire, ce sport-là. Ça nous procure quelque chose, mais des fois, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça prenne une valeur plus grande. Puis c'est exactement ce genre d'histoire-là. Des courses comme ça qui s'associent à des causes, qui fait que ça donne un sens parfois à un sport qui, par moment, on se questionne qu'est-ce que je fais ici? J'ai le goût de vous lancer sur une question de panel, puis on pourrait commencer au fond avec Gabriel. C'est quoi ton why? C'est quoi ta raison de courir? Qu'est-ce qui te procure ce plaisir-là au quotidien? Qu'est-ce qui fait que tu as le goût de te lancer puis d'aller te faire mal demain sur la montagne? Ah, c'est vraiment une bonne question. Je pense, probablement les compétitions, tu sais, à part, je pense que c'est ma nature, je suis vraiment compétitive, puis j'aime ça juste me comparer ou justement genre me battre avec d'autres personnes puis juste comme me donner à fond, ça me motive beaucoup. Mais je pense que personnellement, je suis une personne avec énormément d'énergie puis plein de choses qui se passent dans ma tête tout le temps, fait que comme le sport, ça me permet de calmer toutes ces voix-là qui vont à 1 million de km/h dans ma tête toujours. C'est comme quand je pratique un sport, peu importe le sport là, c'est comme si toutes mes pensées sont calmes. Fait que c'est vraiment comme, pour moi, c'est un peu ma thérapie dans le fond. Juste, ça me relaxe. Même si c'est difficile puis que je suis complètement à bloc, c'est vraiment pour ça que je pense que je pratique le sport. Ouais. Merci. Je pense qu'on est beaucoup comme ça. Patrick? Il me semble que j'ai déjà entendu ça souvent sur les parcours, dire que je paye pour être ici au même moment où on souffre. Moi, la course, je vais chercher un équilibre avec la course. Ça a toujours été ma phrase que j'ai toujours dit dans mon entourage. Ce que je veux trouver, c'est l'équilibre dans ma vie. Puis la course m'apporte ça. Je suis une personne qui est très, je dirais, hyperactive. J'ai toujours besoin de bouger, j'ai toujours besoin de faire quelque chose. Puis la course en sentier, surtout, m'aide à me canaliser cette énergie-là. Puis là, après, j'ai un sentiment de bien-être et je peux me reposer puis passer à autre chose. Merci. Éric? Oui. En fait, en 2019, j'avais lu le livre de David Goggins, que plusieurs personnes doivent connaître ici. Puis il disait « Stay hard », mettons, être dur envers soi-même. Puis aussi d'être capable de contrôler son esprit. Puis justement, moi, c'est ça aussi, tu sais, que j'essaie d'aller chercher, le pourquoi que je cours. Maintenant, je suis en compétition avec moi-même, tu sais, contrairement à d'autres personnes ici qui vont compétitionner contre d'autres personnes. Moi, je compétitionne avec moi-même, j'essaie de m'améliorer dans toutes les facettes de ma vie, mais ça passe beaucoup par la course à pied. Fait que je me rends compte que plus je m'améliore au niveau de la course, dans mes temps, tu sais, aussi dans ma discipline, le fait d'être capable de me lever le matin très tôt, puis d'aller courir un 10 km, un 15 km, même des fois un demi-marathon, mais pour moi, ça fait toute la différence aussi, puis je me dis que je suis capable de faire n'importe quoi par la suite. Donc, pour moi, c'est vraiment aussi d'aller chercher un équilibre, parce que je suis un gars intense, mais quand même, ça reste que à partir du moment où j'ai lu ce livre-là, j'ai compris énormément de choses. Puis pour moi, maintenant, David Goggins, c'est vraiment un modèle. Puis j'essaie de faire les choses à ma façon, mais un peu en m'inspirant de comment est-ce que lui a fait aussi. Merci. David Goggins qui vient de compléter le Moab 240 miles, 360 km. À 50 ans. Dans la cinquantaine. C'est quelque chose. Rémi? Je pense qu'au premier degré, c'est assez simple. C'est vraiment juste que j'aime la sensation de courir en forêt, que ce soit pour le sentiment de liberté ou le sentiment d'explorer des nouvelles montagnes. Ça a toujours été un attrait très simple pour moi. Je pense que dans les dernières années, je pense que ma motivation a changé un peu parce que j'aime tellement le sport, j'aime tellement ce sport-là. Puis là, j'ai réalisé que il y a peut-être une façon de gagner au moins une partie de ma vie avec ça. Donc,
ça a devenu un peu comme une motivation pour moi de, OK, ben, je vais compétitionner pour essayer de gagner ou que ça devienne vraiment un mode de vie à l'année longue. Parce que, honnêtement, je pense que je suis vraiment pas quelqu'un de compétitif. Pour moi, de dire, j'ai bougé mes pieds plus vite que quelqu'un d'autre à une course, c'est pas quelque chose qui veut dire grand-chose pour moi. Mais si ça me permet de pouvoir consacrer plus de mon temps dédié à ce sport-là, ben, pour moi, ça, c'est vraiment une grande motivation. Puis ça, je pense qu'honnêtement, les raisons sont très simples. C'est juste parce que j'aime la sensation de courir, simplement. Merci. Elisa? Outre le côté performance, je pense que c'est vraiment canalisation d'énergie. Je pense que ça recoupe beaucoup ce que des personnes ont dit. On a des personnes qui ont beaucoup d'énergie, là, donc la course à pied, c'est le plus simple pour canaliser, pour déconnecter, surtout quand on a un travail à temps plein à côté. Là, je trouve que c'est la manière la plus simple de déconnecter. On met les chaussures et on y va. Et moi, clairement, si je compétitionnais pas ou je devais pas suivre d'entraînement, je continuerais à courir, mais juste j'irais jogger. Je ferais aucun intervalle. J'irais juste jogger, peu importe le temps là. Les intervalles, je les fais parce qu'ils sont sur mon plan, mais sans plan, moi, je cours, c'est tout. Merci. Margot? Alors moi, la passion de la course, ça n'a pas du tout été une évidence. Quand j'ai arrêté le rugby, je me demandais un peu pourquoi on faisait ça, là, courir. Puis finalement, en allant en montagne, puis en partant, on est parti dans l'Ouest avec mon chum pendant toute une année. Et en fait, je pense que ce que j'ai réalisé, c'est que au-delà d'aimer courir, moi, j'aimais la montagne. Fait que j'aime explorer la nature, j'aime explorer surtout la montagne. Puis la course, c'est plus rapide que la marche. Tu peux quand même voir plus de choses et je pense que c'est beaucoup. Je pense que quand j'ai réalisé ça, courir c'est devenu vraiment quelque chose que j'aimais, dans lequel j'ai pris du plaisir. Puis les courses à travers ça, c'est comme un gros party social, là. Que ce soit en tant que bénévole ou coureur, c'est l'occasion de voir du monde puis d'avoir du fun à travers ça. Merci. Donc là, on est en 2025, mais on aime bien vivre dans le moment présent, mais on sait très bien que les dossards, ça part super vite quand les inscriptions, elles ouvrent. Donc, c'est quoi vos plans de 2026 si on parle déjà de maintenant? On va pas commencer en partant de Gabriel. 2026, ça ressemble à quoi pour toi? Pour être honnête, j'ai pas encore regardé à 2026. Je pense que mon calendrier va être probablement similaire à ce que j'ai fait cette année. Donc cette année, je me suis concentrée sur vraiment des distances plus courtes. Comme j'ai commencé la course à pied de 0 l'an dernier, je pense que j'ai quand même de la misère sur les distances qui sont un peu plus longues. Là. Pour moi, 30 km, c'est vraiment long. Donc probablement les WMRA. J'ai fait aussi certaines courses du skyrunning, la série verticale. Je pense que je vais continuer à faire ça, puis probablement revenir au championnat canadien à la fin de la saison. Mais c'est ma dernière course de 2025, puis c'est aussi j'ai un emploi un peu spécial parce que je suis photographe, donc je me promène un peu, je travaille pas comme tout le monde. Fait que c'est difficile pour moi de faire mes plans parce que ça dépend aussi des courses sur lesquelles en fait je suis photographe du cyclisme, donc ça dépend des courses sur lesquelles je travaille, donc c'est un peu comme ça que je fais mon calendrier, donc c'est difficile de répondre à la question, mais probablement la même chose que cette année. On aime bien parce que Gabriel nous a dit que c'était pas obligé de faire des longues distances. Les 30 km, c'est déjà une longue distance pour pas mal de monde. Patrick? Au niveau sportif, je veux recommencer à faire tout ce que je faisais. Moi, je suis un multisport à la base. Donc, cette année, mon vélo de route, je l'ai pas sorti. J'ai fait du taxe l'hiver dernier, puis en me disant, mes jambes vont être prêtes pour cet été. Pas une fois. 2 fois du vélo de montagne, pas plus que ça. Fait que je veux recommencer cette routine-là, puis remontrer à mes enfants là, qu'on peut bouger en famille, qu'on peut garder une forme ensemble aussi. Pour 2026, j'aimerais ça peut-être faire des marathons à l'international un peu plus. J'ai déjà fait Québec, Ottawa, tout ça, mais peut-être aller en France ou combiner, admettons, un voyage avec un marathon. Donc, éventuellement, c'est des projets aussi à long terme. Puis, il y a aussi la perte de poids, en fait, pour 2026. C'est que j'aimerais ça. Moi, je suis un gars j'étais monté à 290 livres.
Puis là, j'aimerais ça baisser à 2,25. En ce moment, j'étais à 2,35, mais c'est que je me suis rendu compte qu'avec la course, justement, si je veux faire aussi améliorer au niveau des articulations pis tout ça, puis aussi faire des temps un peu plus rapides. Déjà que je cours quand même rapidement pour ma grosseur, là, surprenamment. Là. Des fois, il y a des gens qui pensent peut-être que je cours pas si vite, mais quand même pour ma grosseur, je fais des temps respectables. Puis très respectable. Humblement, là. Mais c'est ça, donc c'est d'améliorer encore un peu mes temps, puis de voir jusqu'où je peux aller, justement, en étant en compétition contre moi-même. Ouais, pour moi, 2026, ça va être assez similaire aux dernières années. Donc, j'aime ça faire beaucoup de compétitions, environ une 20aine de courses par année. Puis, la seule façon de faire ça, c'est en faisant du sub-ultra. Fait que pas aller dans les trop longues distances. Fait que je pense que l'année prochaine, ça va être assez similaire sur le circuit Golden Trail, World Series. Peut-être des courses sur la Coupe du monde de course en montagne. Peut-être 1 ou 2 50 km, mais plus en début de saison ou en fin de saison. Vraiment, mais c'est ça. Focus encore sur le sub-ultra encore. J'ai goût qu'on prenne une pause dans le panel parce que j'ai goût de poser une question à toi, Rémi. Tu as fait de la très longue distance. Souvent, on voit les gens commencer en trail, puis toujours viser la longue distance. Puis souvent, c'est ça, l'attrait ou l'intérêt ou les médias vont beaucoup focuser sur les longues distances parce que ça impressionne. Mais moi, le premier qui fait de la très longue distance, ça m'impressionne bien plus la vitesse à laquelle vous montez le Mont-Saint-Anne que de faire 100 miles à pace du bonheur. Cette année, Athlétisme Québec a annoncé qu'il y aurait la Coupe Québec Trail à partir de 2026 et le défi des couleurs va être la finale de cette Coupe Québec Trail-là. L'an prochain, les distances, je pense que c'est le Up and Down, si je me trompe pas, va être une double finale, championnat canadien et finale de la Coupe Québec Trail. Fais-nous un plaidoyer de la courte distance. Les gens qui écoutent, qui sont pas des professionnels qui veulent compétitionner nécessairement, mais c'est quoi l'intérêt, c'est quoi le plaisir qu'on va rechercher dans cette intensité-là? Ben, premièrement, il y a le fait que tu peux récupérer beaucoup plus rapidement de l'événement et donc tu peux poursuivre ta saison de course beaucoup plus rapidement, tandis que si tu faisais un 100 km ou un 160 km, ben ça va te casser, fait que tu vas peut-être perdre un mois de course à pied ou c'est que tu vas juste être pris à récupérer. Fait qu'il y a définitivement cet avantage-là. Deuxième gros avantage du sub-ultra, je trouve, c'est que c'est en quelque sorte, ça peut paraître un peu contradictoire, mais c'est quasiment plus facile de te dépasser parce que il y a moins de facteurs qui entrent en jeu comme dans les ultras. Dans les ultras, t'as toute t'as le sommeil à gérer, t'as toute la nutrition qui est encore plus importante, tandis que dans le sub-ultra, il y a moins de ces paramètres-là qui entrent en jeu, donc c'est plus facile, entre guillemets, de vraiment te dépasser à ton maximum. Fait que ça, je pense que dans le sub-ultra, ça arrive plus souvent que tu franchis la ligne d'arrivée et tu as vraiment l'impression d'avoir tout donné. Je pense que ça, c'est vraiment un sentiment de satisfaction qui est très grand, que du moins de mon expérience, j'ai toujours trouvé ça plus difficile dans les ultras de retrouver ce sentiment-là parce que dans les ultras, tu finis la course, tu es toujours comme j'aurais peut-être dû plus pousser telle section, peut-être que j'ai pas assez mangé à tel endroit. Plein de paramètres autres de ton contrôle qui entrent dans ton contrôle, mais c'est ça, qui sont moins sur vraiment le dépassement de soi qui entre en jeu. Fait que non, c'est ça. Pour ça que je pense. En tout cas, je suis vraiment excité pour la Coupe Québec. Là, on a tous les deux participé à la création de l'idéation. Oui, exact. On va laisser Athlétisme Québec le côté création de la chose. On a lancé des idées, mais je pense que c'est quelque chose de très important qui arrive sur la scène québécoise. Autant pour les gens qui veulent compétitionner, qui est une manière de se démarquer, puis d'attirer l'attention aussi. Quand on a déjà enregistré un podcast ensemble, Rémi, sur la professionnalisation du sport. Ceux qui veulent pousser, des fois, cette série-là va permettre ça, mais je pense que ça devient un peu, à notre échelle du trail, comme les World Trail Majors ou comme les World Marathon Majors, des genres de cartes de visite. Quand tu veux t'amuser dans le 15 à 30 km, tu as une série qui existe, qui est une carte de visite des plus beaux parcours au Québec. Donc, surveillez ça, petite plug qu'on leur fait, parce que la finale sera ici l'an prochain. On poursuit sur la question 2026. Donc pour 2026, coché au calendrier QMT 50, qui seront les championnats canadiens, et défi des couleurs, les mêmes courses que ce week-end. Et ensuite, accompagner Rémi sur les Golden Trail Series, parce que je fais aussi du sub-ultra et c'est clairement ce que je préfère. Et peut-être un demi ou un marathon au tout début de la saison, parce que j'aime toujours courir vite sur la route. Donc, voilà. Margot? J'ai encore rien confirmé là, mais
outre un probable pèlerinage annuel en Gaspésie, je pensais peut-être au QMT 135. Là, genre, j'ai cligné des yeux, puis il restait encore des places. Fait que, on verra. Tu parles du QMT, on est au Défi des couleurs. Le Mont-Saint-Anne est devenu un genre d'épicentre du trail running québécois. Les championnats canadiens de course en montagne sont ici. Les championnats canadiens de course en sentier, petite distinction, c'est les 50 et 80 du QMT. Bref, le Mont-Saint-Anne, c'est le théâtre du Défi des couleurs. Dernière question en mode panel. Qu'est-ce que vous aimez ici dans ce secteur-ci du Québec? Les sentiers du Mont-Saint-Anne, les événements qui se tiennent ici, cette région-là qui est magnifique, à mi-chemin entre la capitale nationale et Charlevoix. Qu'est-ce qu'on aime du secteur du Mont-Saint-Anne? Marco, es-tu prête à repartir le panel? Dernière à parler, première à reparler. C'est bon. Moi, ce que j'aime déjà, c'est que les événements, je les trouve comme super ancrés dans la réalité locale. C'est des événements qui ont toujours à cœur de mettre en avant la bouffe locale, faire participer les gens, etc. Fait que c'est vraiment un point commun que je trouve dans les événements qu'on retrouve ici au Mont-Sainte-Anne. Il y a aussi, je trouve, une très belle diversité entre la montagne ici, qui offre quand même un bon dénivelé, qui offre un beau terrain de jeu, puis genre tout le trajet en arrière. Gros big up aussi à l'organisation du Défi des couleurs pour leur parcours permanent du Mont-Ferréol, qui est vraiment le fun, là, qui s'ajoute à l'offre en plus de celle du QMT. Fait que, ouais, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment cette diversité puis cette capacité à s'inscrire dans le local. Merci. Elisa? De mon côté, c'est vraiment la proximité avec Québec où j'habite, là, vraiment d'avoir une des montagnes où il y a le plus de dénivelé au Québec à 30-35 minutes de la maison. Et le fait qu'on puisse aussi bien venir y jouer en été comme en hiver pour parfaire l'entraînement. C'est parfait pour aller faire du ski de randonnée notamment. Donc je pense que c'est la dualité d'avoir le trail et le côté sport d'hiver. Et comme disait Margot aussi, le QMT ou le Défi des couleurs, c'est parmi les plus gros événements au Québec, mais c'est organisé par des gens qui viennent d'ici. Ça reste très local, donc ça fait vivre la région aussi. Donc voilà. Ça. Merci. Ouais, je pense qu'un des défis qu'on a au Québec, c'est que c'est difficile de trouver des endroits des endroits très sauvages, mais qui sont quand même accessibles pour les gens pour s'y rendre. Puis je pense que le Mont-Saint-Anne, c'est un peu un endroit assez parfait pour ça, parce que comme Elisa l'a dit, pour venir de Québec, ça se fait quand même assez bien, mais quand tu es sur la montagne, tu n'as pas l'impression d'être proche d'une grande ville nécessairement. Fait que ça, c'est super. Je dirais aussi la variété du type de sentier qu'on a. Si on pense au parcours du QMT 50, tu commences dans le sentier de la Mistachibo, qui est probablement un des sentiers les plus techniques de l'Amérique du Nord, littéralement. Mais tout de suite après, tu vas dans des pistes de ski où c'est que c'est zéro technique. Fait que je pense que cette variété-là, c'est ça qui rend aussi le Mont-Saint-Anne assez unique aussi. Merci. Éric? Ouais, en fait, mes beaux-parents ont un chalet ici, donc puis qui sont présents aussi depuis. C'est un endroit très familial pour moi. C'est un endroit où justement la proximité aussi, c'est proche de Québec. Puis on peut venir ici autant en famille que pour faire un gros training, un gros entraînement. Donc je trouve ça vraiment super. Puis aussi l'événement qu'on va avoir, le défilé de couleurs, c'est très familial. Ma blonde peut venir avec la petite. Puis justement passer du bon temps pendant que moi je suis en train de courir. Donc c'est vraiment merveilleux. Gros party de famille quand même, le défi des couleurs. Très gros party de famille. Yes. Patrick? Tellement d'accord. C'est ce que je dis depuis le début. La montagne, un peu pour les mêmes raisons que les autres qui ont parlé avant moi. La proximité, c'est sûr que moi je suis de Lévis. D'avoir une aussi belle montagne, des beaux sentiers, accessibles effectivement, qu'on puisse faire multisport. Comme je disais, j'aime ça le multisport. Fait que ici, l'hiver, c'est ski de fond, l'été, vélo de montagne, course en trail, randonnée. Il y en a énormément des activités qu'on peut faire. Même le camping qui est juste en arrière, que j'allais de temps en temps. Puis au niveau de l'événement, le défi des couleurs, oui, ça devient de plus en plus gros, de plus en plus de monde se déplace pour venir ici. Mais oui, il y a encore cet effet de proximité-là, l'effet cosy, que tout est pensé pour le bien-être de tout le monde. J'en ai fait beaucoup des événements, puis des événements qu'on termine, qu'on a un repas chaud avec une bière, j'en vois pas beaucoup non plus. Fait qu'il y a comme cette familiarité-là qui s'est installée,
Puis je sais que l'organisation va faire des pieds et des mains pour plaire à tout le monde. Les distances, oui, c'est sur 3 jours l'événement, mais il y a aussi une raison derrière ça, permettre la chance à tout le monde de faire plusieurs courses. Puis comme moi, mes enfants font pas les mêmes distances que moi, mais s'ils couraient en même temps que moi, je peux pas les encourager, ils peuvent pas m'encourager. Ben oui, il y a une 3e journée, c'est merveilleux. Fait qu'on peut se suivre tout le long de la fin de semaine. Fait que c'est pas l'événement d'une journée. C'est l'événement d'une fin de semaine, puis au meilleur moment de l'année, qui est en couleur. Tu dis quoi de très intéressant, parce que c'est une statistique qu'on n'a pas dit encore, mais le Défi des couleurs est le plus gros événement trail en Amérique. C'est 5700 coureurs. C'est le plus gros en Amérique, un des plus gros au monde. Pensez à l'UTMB, ceux qui font du trail, c'est le sommet mondial. C'est 10 000 personnes à Chamonix. Ça fait 30 ans que ça existe. Au Défi des couleurs, il y a tout ça, 5700 coureurs, wow! Mais il y a le côté familial qui demeure, puis l'événement a progressé. Moi, de la première fois que je l'ai fait à aujourd'hui, ça l'a doublé, ça l'a triplé de capacité. Mais ce que tu parles, le côté familial, le côté proximité, tu sens que c'est fait par les gens d'ici. C'est fait comme un événement où il y a 500 coureurs, mais il y en a 5000. Ils ont réussi à garder ça d'année en année. C'est complètement fou. Les coureurs, ça a triplé. L'offre a triplé aussi. C'est que l'offre a suivi la demande. C'est merveilleux pour ça. Exactement. Gabrielle? Pour moi, Mont-Saint-Anne, c'est la cour arrière. Dans le fond, je suis de Québec, puis on a grandi, ma sœur jumelle est ici aussi, on a grandi à jouer au camping ici, à jouer dans la montagne. J'ai appris à faire du vélo de montagne sur le circuit de la Coupe du Monde. Donc, ouais, pour moi, c'est un peu mon terrain de jeu depuis que je suis toute petite. Donc, c'est sûr que c'est le fun de voir un gros événement comme ça à la maison. J'étais là la semaine dernière pour la Coupe du monde de vélo de montagne, puis c'est sûr que j'habite en Europe, mais j'ai encore cette fierté d'être la capitale nationale, puis de voir dans le fond à quel point au Québec on arrive à faire des événements qui sont reconnus aussi mondialement là. Je peux juste parler dans le monde du vélo, mais les gens en général sont tout le temps vraiment excités de venir dans la région, autant pour les courses du Pro Tour que pour la Coupe du monde ici, parce que on sait comment accueillir les gens, dans le fond. Puis ça c'est quelque chose qui me rend vraiment fière d'être d'ici, dans le fond. Merci. Donc là, Donc déjà, merci aux panélistes d'être venus. On sait très bien que vous avez envie d'aller manger, d'aller vous coucher, parce que demain, vous allez courir. Là, on va ouvrir un peu pas le débat, mais les questions. Donc s'il y a quelqu'un dans le public qui a une question... Je peux-tu aller me promener dans le public? Techniquement, ça marche. Je vais juste pas faire de feedback puis rendre tout le monde sourd. Merci beaucoup à nos panélistes. Il y a aussi les gens qui ont dirigé ce beau panel-là. Moi, j'ai une question pour vous. Avant Pas sorti du bois, vous courez en sentier. Pourquoi le trail? Pourquoi vous avez choisi la course en sentier? La question est pour qui? Veux-tu commencer? Moi, faut que je me rende en avant. Là. Pourquoi j'ai choisi la course en sentier? Oh là là, ça fait longtemps. Moi, j'ai commencé à courir en sentier en 2012, donc ça fait longtemps. Là. Moi, c'était une influence familiale. Moi, c'était mon frère qui m'a dit « Hey, y a une course de 62 km qui se passe à 10 km de la maison, est-ce que ça te dirait d'aller courir ?» Puis moi, j'ai fait exactement l'opposé de ce que Gabriel a fait. Moi, j'ai commencé par des longues distances avant de faire des courtes distances. Ce qu'il ne faut vraiment pas faire dans la vie. Commencer par les petites, puis après grossir. Donc moi, ça a été plus une influence familiale. Puis après, j'ai commencé à regarder des vidéos de trail, parce que c'est le début de YouTube. Puis là, on commençait à voir Kylian qui courait. La première vidéo que j'ai vue de trail, c'était Kylian qui grimpait un mont en Grèce, comme une grosse flèche, qui redescendait. Puis ça a l'air d'être vraiment cool comme sport. Puis après ça, je me suis dit qu'il fallait le faire. Puis après ça, j'ai rencontré plein de monde en arrivant à Montréal en 2017, qui ont fait que je suis resté dans ce monde-là. Puis après, j'ai rencontré plein d'amis qui sont là dans la salle ce soir, avec qui je suis resté en ce monde-là aussi. Voilà. Moi, de mon côté, en fait, c'est influence familiale aussi. Quand j'étais jeune, on était toujours dans la forêt, puis on jouait dans le bois. Puis je pense qu'il y a rien qui fait plus référence au trail qu'aller jouer dans le bois. J'ai commencé par la course sur route comme ben du monde, les courses par obstacles. Puis à un moment donné, tu découvres le trail, puis tu fais, OK, on peut comme faire du sport, bouger, se mettre en forme, mais jouer dans le bois, sauter par-dessus des racines, sauter dans la bouette.
Puis c'est vraiment ça qui fait que je suis resté. Puis après ça, tu découvres la communauté trail. Puis là, tu te dis, il y a aucun autre sport qui est aussi cool que ça. C'est le sport le plus stylé au monde avec les meilleurs. Fait que on reste pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public pour nos panélistes plutôt que nos animateurs? Merci à tous, c'était vraiment cool, c'était vraiment le fun, c'était super intéressant. Vous avez fait un bon choix de panélistes, là, c'était une belle diversité, on a vraiment passé un beau moment. Merci à vous tous pour votre générosité. Là, j'ai ri, j'ai pleuré, c'était le fun. On parle souvent c'est le fun les courses, mais quand on s'entraîne beaucoup, faut aimer l'entraînement aussi. Alors je serais curieux rapidement de voir c'est quoi votre entraînement préféré dans votre semaine, là, ou c'est quoi l'entraînement que vous aimez le plus faire? On peut commencer par Gabriel, vu qu'on va commencer par les opposés, c'est plus facile. Hot take, j'aime vraiment faire des 40-20s, genre des 40-20, des trucs qui sont vraiment mal, parce que, je sais pas, je pense que j'aime ça me faire mal, mais c'est parce qu'en fait, ça passe quand même vite. Une fois que t'es rentré dans le train, ça y va, puis t'as comme l'impression d'aller plus vite après. En fait, c'est pas le fun sur le moment, mais c'est que une fois que tu fais une couple de séries de ces entraînements-là, tu vois vraiment comme les effets. Ouais. Moi, j'ai entendu course à obstacles tantôt. C'est ça qui m'a mené à la trail. Fait que mon entraînement ressemble encore à ça. Oui, ça fait partie de moi. Je fais des circuits de groupe d'entraînement physique, autant que ça peut être des push-ups, des chin-ups, des dips, des escaliers, beaucoup, de la course. Fait que moi, c'est ce que j'aime, c'est que c'est en groupe. Fait qu'on se motive entre nous. Je sais que si c'était pas en groupe, ça fait des années que j'aurais probablement abandonné, parce que là, mon plaisir à moi, c'est quand je vais m'entraîner, je vais voir mes chums. C'est ça mon plaisir. Je dirais que l'entraînement aussi, c'est ça, quand je cours avec mes amis, quand on va se faire une longue distance en chum. Sinon aussi la boxe, je continue à m'entraîner en boxe aussi en même temps. Ça fait qu'on garde la forme comme ce matin, c'est un peu ça. J'étais allé faire un 7 km avec un de mes amis, après ça on est allé boxer, frapper un peu dans le sac, ça relaxe. Fait que c'est ça, je dirais que je combine les entraînements. Attends, Eric, je vais renchérir sur la question parce qu'on entend beaucoup de coureurs qui vont faire du cross-training avec du vélo, qui vont faire des sports qui vont plus être près de l'endurance. Exact. Est-ce que le cross-training, course et boxe devrait être the next big thing entre elles? Je pense que oui, dans un sens que si quelqu'un sait boxer, tu peux faire des intervalles puis sans avoir d'impact au niveau des jambes. Puis c'est très, très cardio, même mettre les gants, faire du sparring qu'on appelle avec un adversaire, une personne, mais contrôler, ça aussi c'est extrêmement cardio. Donc moi je combine ça pour justement pouvoir reposer mes jambes, mais tout en restant actif quand même. Donc je trouve que c'est une belle combinaison. Mais c'est sûr que si quelqu'un sait pas boxer, ça peut être autre chose. Merci. Fait que Rémi, tantôt tu disais que tu avais Rémi Bonnet comme inspiration. J'ai hâte de te voir boxer. Ouais. Il y a JP Thibodeau qui dit qu'on veut Rémi et Eric dans un ring. Je pense pas que c'est une bonne idée, ça. Pour Eric. Ouais. Entraînement préféré, 6 fois 5 minutes, uphill threshold, suivi de 5 fois 30 secondes VO2 max sur le plat. Est-ce que t'as un saut à vomi après? Est-ce que t'as un saut proche? Ouais, honnêtement, c'est pas un entraînement si difficile que ça. C'est ça qui est vraiment plaisant de cet entraînement-là. Fait que non, mais c'est ça. À essayer. Demain matin. On y va. Parfait. Moi, ça serait sortie longue sur l'asphalte. Allure sweet spot, c'est-à-dire c'est pas l'allure jog, mais c'est pas l'allure marathon, genre marathon plus 30 secondes là où en fait on sent que ça déroule, mais c'est pas trop fatigant. On peut faire beaucoup de kilomètres, mais en 2 heures on a fait beaucoup de kilomètres et voilà, de l'asphalte long, parfait. On va remarquer que genre Rémi et Elisa c'est quand même dégueulasse comme séance. Ok. Moi, j'ai quand même appris à aimer les séances un peu tempo. Là. Avant, j'aimais pas ça. J'aime bien, moi, les séances tempo avec cible. C'est-à-dire que je mets une cible mentale dans le dos de mon chum, parce que souvent, il est en avant de moi. Là. Puis, j'essaye de voir, tu sais, combien de temps je peux tenir en étant pas trop loin de lui. Puis, j'ai un petit carnet secret quelque part, parce que je note la date des fois où des fois, j'arrive devant lui. Des fois, je le bats.
Fait que c'est ça. Sinon, mes autres séances, c'est comme des sorties imprévues. Là, un chum qui dit « Hey, on va faire ce parcours-là, puis on se perd à peu près 15 fois et ça dure 6 heures au lieu de durer 2h30. » Ça, j'aime bien aussi. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Vous êtes vraiment très bon dans les questions. Y en a-t-il d'autres? JP, tu jases beaucoup, là. T'as-tu des questions pour nos panélistes? Quoi? Je sais pas trop quel training j'ai envie de faire, là. Salut à Elisa Morin. Elisa Morin, c'est notre genre. Ouais. Moi, je serais partant pour aller avec Eric une fois, là. Oui. Dans le ring. Ça, c'est un combat qu'on aimerait voir. On savait pas qu'un jour, avant un événement trail, on aurait des soirées de boxe, mais je pense qu'avec Eric qui fait des événements trail, puis JP qui semble faire de mauvaises décisions, on a quelque chose. Ça, c'est un concept pour le panel 2026. Voilà. On va commencer ça par un combat de boxe. Ouais. On pourra faire des paris si vous voulez, mais... Donc, dans 365 jours, c'est un rendez-vous. Est-ce qu'on a d'autres questions avant de conclure? Ah, c'est ça, les survivants prendront le départ. Dave a raison. Ben, merci beaucoup. Ah, est-ce qu'il y a une question ici? Je m'en reviens à la course. Le micro arrive. À la marche. Allô, moi, je suis pas du tout dans la course. Je suis masso-kiné. Je travaille beaucoup avec vous, par contre. Il y en a beaucoup qui viennent me voir, mais c'est ça, je me demandais comment vous récupérez après tout ça. C'est quoi votre méthode la meilleure, en fait? Une excellente question. Pour moi, le plus important, c'est l'alimentation. Je pense que c'est la première chose. Manger assez, manger bien. Puis, obviously, genre les massages aussi. Mais ouais, l'alimentation puis l'hydratation, je pense que c'est vraiment primordial. Je veux dire, on aime ça avoir des trucs un peu fancy, mais la base, c'est quand même ce qui marche le mieux. Ben, moi, je prendrais vos trucs. Je suis l'imposteur, je suis pas un chef là-dedans. Fait que moi, je suis raqué pendant des semaines. Donc, on va te passer un carnet de notes pour la suite. Bon, au niveau de la récupération, je dirais que c'est beaucoup les massages, justement, les jambes, les compressions. J'ai un massage gun aussi que j'utilise. Sinon, j'ai beaucoup d'amis qui utilisent le contraste, là, chaud-froid. Moi, personnellement, je suis moins adepte, là, mais ça arrive aussi à l'occasion que bain de glace, ça fait du bien. Ouais, je dirais vraiment, comme Gabriel, l'alimentation numéro 1. Si je me pose la question si j'ai assez mangé ou pas, il faut que je mange plus, définitivement. Mais aussi beaucoup d'adapter l'entraînement après les compétitions. Après les compétitions, je pense que c'est important de pas avoir un plan trop fixe de qu'est-ce que tu vas faire les prochains jours en termes d'entraînement, parce que des fois, ça peut te forcer à repartir trop vite. Fait que je pense que surtout la semaine après une compétition, c'est vraiment important d'écouter son corps puis d'adapter les entraînements aux besoins. Pareil, je dirais manger, dormir et quantification du stress mécanique. Et après, je vais chez le masso toutes les 2 semaines, là. Je me dis toujours que c'est une bonne idée, puis au bout de 5 minutes, je regrette déjà d'être venue. Mais bon, ça dure 1 heure, mais voilà. Une bonne grosse IPA. Ah, j'aime ça! Voilà! On a enfin la bonne réponse. Et tout le reste après. Donc, Margot, on te souhaite une belle grosse IPA demain soir. Le 32, il est demain? Non, il est dimanche. Ah, il est dimanche. Fait que dimanche soir, la grosse IPA. Merci beaucoup à nos 6 panélistes. Gabriel, Patrick, Éric, Rémi, Elisa, Margot. C'était un grand plaisir de jaser avec vous. On rappelle que le défi des couleurs, c'est des distances de 1 à 42 km dans la plus belle montagne au Québec, à la plus belle saison. Je sais que je suis un peu biaisé parce que je vis dans le coin, puis le Mont-Saint-Anne, c'est la plus belle place au monde, mais je suis d'accord avec chacune de vos raisons tantôt, puis ça me donne encore plus le goût de participer à cet événement-là. Merci. Nico, t'as-tu déjà participé au défi des couleurs comme coureur? Jamais. Mais je serai là demain. Puis si jamais vous voulez venir me jaser, il y a 3 tentes en box, c'est écrit ON dessus, et c'est pas écrit QC par contre, hein. C'est écrit ON. Vous pouvez venir essayer des chaussures, puis je serai là, puis je répondrai à vos questions. J'ai plein de blagues en stock dans ma poche. Donc je n'ai jamais couru, mais j'aimerais ça le courir. Voilà. Dans 2 ans. L'année prochaine? Peut-être. OK. On va se mettre à gant, on va essayer de le convaincre. Merci beaucoup, panélistes. Merci à tout le monde qui était là ce soir. Merci.
Et voilà, j'espère que vous avez apprécié le panel. J'ai le goût de vous partager les résultats de nos 6 panélistes parce que là, c'est drôle, l'événement est terminé, mais là, on les entend parler de ce qu'ils allaient faire dans le courant du week-end. D'abord, Margot Narbé, 2e place sur le 32 km. Très impressionnant, elle a fait ça en 3h34 et des poussières. On la félicite. Et Patrick Martel, de son côté, 5h19 sur le 42 km. On le félicite également. Vous l'avez entendu, son histoire est vraiment touchante. Celle de sa famille aussi. Ses enfants couraient ce week-end. Donc, ça devait être assez émotif, chargé d'émotions comme course pour lui. Donc, on pense à lui. Son histoire était vraiment touchante. Puis c'est beau de voir que le défi des couleurs a comme ajouté, avec l'histoire de sa conjointe Maryse, une vocation qui est caritative à son événement. Bref, tout ça est très, très beau. Éric Martel-Baweli, 1h55 sur le 21 km en sentier. Donc, je tiens à le mentionner, top 10 chez les 40 et 49 ans. Très impressionnant de son côté. Et il a dit sur les médias sociaux, il a laissé sous-entendre que l'an prochain, il reviendrait peut-être sur le 32, sur le 42, des distances, des épreuves qui sont un peu plus trail, avec beaucoup plus de montée. On le sait que le 21 km sentier au défi des couleurs est plutôt rapide. Les gens peuvent faire des temps qui peuvent se comparer à ce qu'ils font habituellement sur route. Mais là, Eric, qui a couru sur route jusqu'à maintenant, semble vouloir tester le trail. Donc, on aime beaucoup ça. Gabriel Pilote-Fortin, 9e sur le vertical samedi et 8e sur le up and down dimanche. Donc, 2 top 10 pour elle à sa première course compétitive au Québec. Très impressionnant, on la félicite. Et finalement, nos 2 panélistes qui ont été recouronnés à nouveau champions canadiens. Du côté de Rémi Leroux, samedi sur le format vertical, il a terminé 2e à 19 secondes de Michael Baudouin-Rousseau, un Américain qui a la citoyenneté canadienne, qui a été sacré champion canadien de course en montagne verticale. Dimanche, sur le classique up and down, Rémi défendait son titre et il a fait ça de très belle manière. Il l'a remporté une fois de plus cette année, donc champion canadien de course en montagne up and down. Il a terminé avec une impressionnante avance de 2 minutes et 12 secondes. C'est une belle cerise sur le Sunday de sa saison 2025 qui est déjà très, très, très chargée avec des grosses performances. Et finalement, Elisa Morin, double championne sur les 2 distances. Écoutez, dans les 12 derniers mois, Elisa Morin a 5 titres de championne canadienne de course en montagne ou de course en sentier. Ça a commencé l'an dernier au défi des couleurs. Elle avait gagné le vertical et le up and down. Ensuite, en juillet dernier, on rappelle qu'elle a remporté le Québec Megatrail 50 qui était les championnats canadiens de course en sentier format court. Et là, cette année, au défi des couleurs, quelques heures après avoir participé au panel, elle a remporté le vertical en 33 minutes 55 secondes et le up and down dimanche en 1 heure, 1 minute et 3 secondes. C'est très, très impressionnant. La suprématie d'Elisa Morin sur ces formats-là. Et c'est très impressionnant, surtout la diversité de courses, parce que entre un vertical puis un 50 km, on s'entend, il y a un monde de différence, puis elle performe à tous les niveaux. Rappelons qu'elle a aussi terminé 9e sur l'OCC, 10e sur le up and down au championnat mondial il y a quelques semaines. Elle a remporté le demi-marathon de Québec. Donc, tout un automne, toute une année pour Elisa Morin. On la félicite. Tant qu'à parler de résultats, j'aimerais ça conclure quasiment en mode café du vendredi. Je vais vous parler de ce qui a pu se passer ailleurs parce que il y avait beaucoup d'actions au Québec et à l'international. En plus du défi des couleurs, il y avait le Bromont Ultra, le Trail du Parc national du Bic et la Classique Tremblant. Donc, on félicite toutes les personnes qui ont pris le départ ce week-end d'un événement partout au Québec. C'est beau de voir à quel point notre sport est en santé quand il y a 4 événements en parallèle aux 4 coins de la province. C'était aussi le Grand Raid de la Réunion où on avait une vingtaine de Québécois qui se sont lancés sur l'île Intense. Mention toute spéciale à 2 Québécoises qui se sont offertes des podiums contre l'élite mondiale. D'abord, Anne Champagne, une amie du podcast qui a terminé à la 3e place sur la Diagonale des Fous. Une performance exceptionnelle dans des conditions pas faciles. Rappelons que la Diag, c'est 178 km, 10 500 mètres de dénivelé positif et négatif sur des sentiers escarpés, techniques, volcaniques. Bref, un immense retour pour Anne à la Réunion parce qu'elle avait gagné le Trail de Bourbon, donc l'épreuve de 100 km au Grand Raid en 2019. Parlant du Bourbon, Julie Lesage, une autre amie de Pas sortie du bois, s'est offerte, elle, une solide 3e place après avoir gardé le cap et avoir grappillé des places toute la journée. Elle a traversé la ligne d'arrivée en 3e place. C'est complètement fou. On les félicite, puis on félicite tous les Québécois et les Québécoises qui ont pris le départ. On avait aussi des Québécois à Séoul, en Corée du Sud, pour le Trans Jeju by UTMB.
Vous les connaissez, vous les avez entendus souvent au podcast. Elisabeth Petit et Francis Boutin ont très très bien fait. Francis a terminé au pied du podium sur le 110 km, donc une solide 4e place. Et Elisabeth aussi sur le 110 km, elle a terminé 17e. On le sait que dans leur vie de nomade, il y a un objectif qui, à terme, c'est de reparticiper à l'UTMB. Donc, ils étaient là au Trans-Jeju by UTMB, je suppose, pour aller chercher des stones, peut-être même des places. Donc, on aura l'occasion de les réentendre bientôt au podcast, mais je tenais à le mentionner. Félicitations Francis, félicitations Elisabeth. Je veux conclure l'épisode sur une note un peu plus triste, mais je trouve ça très important d'en parler. Le week-end dernier, pendant le Bromont Ultra, il y a eu un tragique accident qui a coûté la vie de Richard Cochon, un pilier du BU qui s'implique bénévolement depuis les tout débuts. C'est un ancien directeur général aussi de l'organisation. Je le connaissais pas personnellement, mais tout ce que j'entends à son sujet depuis l'accident, c'est à quel point c'était une personne en or, une personne impliquée, dévouée, attentionnée, toujours prêt à lever la main, puis pas juste pour le Bromont, je pense qu'il était très impliqué dans les événements de la région, mais c'est quelqu'un qui représentait l'esprit trail sur toute la ligne. L'accident a eu lieu dimanche matin. Il aurait été heurté par un camion dans une heure de livraison, donc pendant ses tâches au Bromont Ultra, près du camp de base. C'est très, très triste. On pense à sa famille, à ses proches, puis à sa famille du Bromont Ultra, parce que c'est une équipe qui est tissée serrée, qui livre cet événement-là depuis 12 ans. Vraiment, ça crève le cœur des histoires comme ça. Vraiment triste. Fait que c'est là-dessus qu'on va conclure l'épisode. Merci au Défi des couleurs pour l'accueil. Merci aux partenaires NAC, Noctem, Café Charlevoix, Mox Mocktail. Puis soyez prudents. Prenez soin de vous, de vos proches. À bientôt la gang.